Rendez-vous à Bagdad de Agatha Christie, partie 4, chapitre 15. Il va de soi qu'il faut que vous logiez au consulat, trancha Mrs. Cardew Trench. Mais c'est grotesque, ma chère, il n'est pas question que vous descendiez à l'Airport Hotel. Les Clayton seront ravis, je les connais depuis des années. Nous allons leur télégraphier et vous pourrez partir par le train de ce soir. Ce sont de vieux amis du professeur Parsfoot Jones. Victoria eut la délicatesse de rougir. L'évêque de Lango, alias évêque de Languao, c'était une chose. Un professeur Parsfoot Jones en chair et en os, c'en était une autre. Filiation fantaisiste et usurpation d'identité, songea-t-elle, se sentant coupable en diable. J'imagine qu'on va en prison pour moins que ça. Et puis, l'idée lui vint que seule l'extorsion de fonds, grâce à des déclarations mensongères, mettait en branle la machine judiciaire. Mais était-ce après tout bien exact ? Elle n'en savait trop rien, ignorante qu'elle était des lois comme la plupart de ses contemporains. N'empêche, l'hypothèse lui remit du cœur au ventre. Le voyage en train eut toute la fascination de la nouveauté. Pour elle, cet express n'avait d'express que le nom, mais elle commençait à être consciente de son manque de patience typiquement occidental. Une voiture officielle l'attendait à la gare, pour la conduire au consulat. Le véhicule franchit une haute grille, ralentit dans un magnifique jardin et la déposa au pied d'une volée de marches montant jusqu'à un balcon qui faisait le tour de la maison. Mrs. Clayton, créature énergique et souriante, sortit, poussa la moustiquaire de la salle à manger et vint à sa rencontre. « Nous sommes enchantés de vous voir, dit-elle. Bassora est vraiment exquis en cette saison, et il ne fallait pas quitter l'Irak sans l'avoir visité. Dieu merci, nous n'avons personne en ce moment. Il nous arrive parfois de ne bonnement pas savoir comment loger nos visiteurs. Ce n'est aujourd'hui pas le cas, à part un jeune collaborateur tout à fait charmant du professeur Rathbone. Vous avez manqué Richard Baker de peu, au fait. Il est parti juste avant que je ne reçoive le télégramme de Mrs. Cardew Trench. » Qui était Richard Baker ? Victoria n'en avait pas la moindre idée, mais son départ lui semblait plutôt une bonne chose. « Il est allé 2 jours au Koweït, poursuivit Mrs. Clayton. Ça aussi, c'est un endroit que vous devriez voir. Avant qu'il ne soit gâché, ce qui ne tardera pas, je le crains. Tous ces sites finissent par être détruits tôt ou tard. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans l'immédiat ? Un bain ? Une tasse de café ? Un bain, s'il vous plaît, répondit Victoria avec reconnaissance. Comment va Mrs. Cardew Trench ? Demanda Mrs. Clayton. Voici votre chambre. La salle de bain est par là. C'est une vieille amie à vous ? Oh, pas du tout, répondit franchement Victoria. Je viens juste de faire sa connaissance. Et elle a d'entrée de jeu tout voulu savoir de vos tenants et aboutissants ? C'est une terrible cancanière. Vous avez dû vous en rendre compte. Elle a la manie de l'interrogation. Mais elle est somme toute agréable et elle joue vraiment très bien au bridge. Bon, vous êtes sûr que vous ne voulez pas un peu de café ou quoi que ce soit ? Non, je vous assure. Parfait. Eh bien, à plus tard. Vous avez tout ce qu'il vous faut ? Mrs. Clayton s'éloigna, telle une abeille industrieuse, et Victoria prit un bain, se coiffa et se maquilla avec tout le soin que peut apporter à ces délicates opérations une jeune femme sur le point de retrouver un garçon qui lui a tapé dans l'œil. Elle espérait, dans la mesure du possible, que les retrouvailles auraient lieu seul à seul. Non qu'elle s'imaginât qu'il se laisserait aller à une remarque malencontreuse. Il la connaissait fort heureusement sous le nom de Jones, et le Parsfoot additionnel ne le surprendrait sans doute pas. Il serait en revanche ahuri de sa présence en Irak, d'où le désir qu'elle avait de quelques instants en tête-à-tête avec lui. Et c'est pour mettre toutes les chances de son côté qu'après avoir enfilé une petite robe d'été, le climat de Bassora lui rappelait Londres en juin, elle sortit sur la pointe des pieds et prit position sur le balcon afin d'intercepter Edward quand il reviendrait d'où elle ne savait où, des douanes où il se colletait sans doute avec des fonctionnaires irascibles, présumait-elle. Le premier arrivant fut un homme grand et mince, au visage soucieux.
Lorsqu'il monta l'escalier, Victoria s'esquiva en tournant le coin de la galerie et, ce faisant, elle aperçut Edward qui entrait dans le jardin par une porte donnant sur la berge du fleuve. Fidèle à la Juliette de la tradition, elle se pencha au balcon, puis elle émit un long sifflement. Edward, qu'elle trouva plus séduisant que jamais, tourna vivement la tête et regarda autour de lui. « Psst ! À l'étage au-dessus !» lança-t-elle à voix basse. Edward leva la tête et l'ahurissement se peignit sur son visage. « Bon Dieu !» s'étrangla-t-il. « Mais c'est Charing Cross !»« Chut ! Attendez-moi, je vous rejoins en bas. » Elle revint sur ses pas, dévala les escaliers et gagna l'angle de la maison où Edward, obéissant, était resté sans bouger, toujours au comble de l'ahurissement. « Je ne suis tout de même pas saoul à ce point-là, si tôt dans la journée, dit-il. « C'est vraiment vous ?»« Oui, c'est moi, » répondit joyeusement Victoria, sans se soucier de faire de belles phrases. « Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Comment êtes-vous arrivé ? Je pensais ne plus jamais vous revoir. »« Je le pensais, moi aussi. »« Ça tient du miracle. Comment avez-vous fait ? » ?»« J'ai pris l'avion. »« Ça va de soi que vous avez pris l'avion. Sinon, vous ne seriez pas encore ici. Je voulais dire, quel hasard merveilleux et béni vous amène à Bassora. »« Le train, » répondit Victoria. « Vous le faites exprès, petite monstresse. Mon Dieu, que je suis content de vous voir. Mais vraiment, comment avez-vous fait ? » « J'ai accompagné une dame qui s'était cassé le bras, une certaine Mrs. Clip, une Américaine. On m'a proposé ce travail le lendemain du jour où je vous ai rencontré. Vous aviez parlé de Bagdad, et j'en avais assez de Londres. Alors je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas commencer à visiter le vaste monde ? » « Vous vous débrouillez comme un chef, Victoria. Où est cette Mrs. Clip ? Ici ? » ?»« Non, elle est allée voir sa fille à Kirkuk. Elle m'avait juste engagée pour le voyage. »« Mais qu'est-ce que vous faites maintenant ? » ?»« Je continue à visiter le vaste monde, mais ça a nécessité quelques menus artifices et subterfuges. C'est pour ça que je tenais à vous voir avant que nous ne nous croisions en public. Je veux dire par là que toute allusion au fait que j'étais une petite sténodactylo au chômage la dernière fois que vous m'avez rencontrée serait assez malvenue. En ce qui me concerne, vous êtes et serez toujours la personne que vous prétendrez être, et ce, quelle qu'elle soit. Allez, je suis prêt pour la leçon. Et l'idée, expliqua Victoria, c'est que je suis Miss Pouncefoot Jones. Mon oncle, le célèbre archéologue, fait des fouilles par ici, dans un endroit plus ou moins inaccessible, et je ne vais pas tarder à le rejoindre. Et rien de tout ça n'est vrai. Bien sûr que non, ce qui n'empêche que l'histoire tient plutôt bien sur ses pieds. Elle est du tonnerre. Mais supposez que vous vous retrouviez nez à nez avec ce bon vieux Pussyfoot Jones. Pouncefoot. Je ne crois pas que ça risque de se produire. D'après ce que j'ai compris, quand les archéologues se mettent à creuser, ils creusent comme des fous et ne sont plus capables de s'arrêter. Un peu comme les fox terriers. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Il a une nièce, votre Pouncefoot Jones. Comment le saurais-je ? Répondit Victoria. Dans ce cas, vous ne jouez pas le rôle de quelqu'un de précis, c'est plus facile. Oui, et après tout, un homme peut avoir des tas de nièces. À la limite, je pourrais même dire que je ne suis qu'une cousine, mais que j'ai pris au berceau l'habitude de l'appeler mon oncle. Vous pensez à tout, s'émerveilla Edward. Vous êtes vraiment une fille pas banale, Victoria. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Et moi qui me figurais que j'allais rester des années sans vous revoir, et que, le jour où je vous retrouverais, vous m'auriez complètement oublié. Et puis voilà que vous êtes ici. L'admiration éperdue et teintée d'humilité soumise qu'elle lut dans le regard d'Edward enchanta Victoria. Eût-elle été une chatte, qu'elle en eût ronronné. « Mais vous allez vouloir trouver du travail, non ?» demanda Edward. « Je veux dire, vous n'avez pas fait fortune ou quelque chose dans ce goût-là ? » Ce serait plutôt le contraire. « Oui, je veux trouver du travail, » répondit lentement Victoria. « Je suis allée à votre rameau d'olivier, pour tout vous dire. J'y ai vu le professeur Radbone et je lui ai demandé un job, mais il n'a pas été très enthousiaste.
pour ce qui est de me confier un emploi salarié, j'entends. Ce vieux Grigou est terriblement près de ses sous. Grinça Edward. Son idée, c'est que tout le monde vienne travailler à ses côtés pour l'amour de l'art. Vous croyez que c'est une fripouille, Edward? Non. Je ne sais trop que penser, en réalité. Je ne vois pas comment ça pourrait être un escroc. Tout ce cirque ne lui rapporte pas un fifrelin. Ce qui fait que, pour autant que je puisse en juger, son formidable enthousiasme doit être sincère. Et pourtant, bon sang de bonsoir, je n'ai pas l'impression qu'il soit plus débile qu'un autre. Nous devrions rentrer, dit Victoria. Nous reparlerons de ça plus tard. Jamais je ne me serais douté que vous vous connaissiez, Edward et vous, s'exclama Mrs. Clayton. Oh, nous sommes de vieux amis, répondit Victoria en riant. Seulement, nous nous étions perdus de vue. Edward est bien la dernière personne que je m'attendais à retrouver en Irak. Mr. Clayton, c'était l'homme à la mine soucieuse que Victoria avait vu arriver un peu plus tôt, demanda à Edward. « Comment cela s'est-il passé ce matin? Il y a du mieux ?» « La situation est abracadabrante, monsieur. Les caisses de livres sont là, il ne manque pas une, et tout est parfait. Mais les formalités de douane n'en finissent pas. » Mr. Clayton sourit. « Vous n'êtes pas encore habitué aux lenteurs calculées du Moyen-Orient. » « Le fonctionnaire dont j'ai besoin semble n'être jamais là ces temps-ci, » se plaignit Edward. « Tout le monde est très gentil et plein de bonne volonté, mais rien n'avance. » Tout le monde éclata de rire. « Vous finirez par les récupérer, » dit Mrs. Clayton, d'un ton consolant. « C'est une bonne idée qu'a eue le professeur Radbone d'envoyer quelqu'un sur place. Sans ça, ces caisses seraient probablement restées ici des mois. » Depuis quelque temps, ils voient des bombes partout. Et ils craignent comme la peste la littérature subversive. Tout est suspect. « J'espère que le professeur Radbone ne transporte pas des bombes déguisées en livres !» s'exclama Mrs. Clayton en riant. Victoria crut voir passer une brève lueur dans les yeux d'Edward, comme si cette remarque lui ouvrait de nouveaux horizons. « Le professeur Radbone est un homme très cultivé et universellement connu, ma chère, » répondit Mr. Clayton à son épouse sur un ton de reproche. « Il est membre de diverses sociétés savantes importantes et il est célèbre et respecté dans toute l'Europe. »« En ce cas, passer des bombes lui serait d'autant plus facile, » rétorqua Mrs. Clayton, décidément fort en verve. Victoria nota que Gérald Clayton n'appréciait pas du tout ce genre d'humour. Il foudroyait son épouse du regard. Comme les affaires s'arrêtaient durant les heures chaudes de la journée, Victoria et Edward sortirent après déjeuner pour se promener et visiter la ville. Victoria admira le fleuve, le Chat al-Arab, avec ses rives bordées de palmeraies. Elle adora le côté vénitien des embarcations arabes aux hautes proues amarrées dans le canal qui traversait la ville. Puis ils flânèrent dans les souks, où ils s'extasièrent devant des coffres de mariage koweïtiens bardés de plaques de cuivre ornementées ainsi que devant 1001 autres marchandises superbes. Ils revenaient vers le consulat et Edward se préparait à repartir une fois encore à l'assaut du bureau des douanes quand Victoria demanda brusquement « Edward, comment vous appelez-vous » Il écarquilla les yeux. « Que diable voulez-vous dire par là, Victoria ?»« C'est quoi, votre nom de famille ?»« Vous ne vous êtes jamais avisé que je ne le savais pas ?»« Vous ne le saviez pas ? Mais c'est vrai ça. Je m'appelle Goring. »« Edward Goring. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai pu me faire l'effet d'une gourde à aller demander à vous voir au rameau d'olivier sans en savoir plus long qu'Edward. Il n'y avait pas là une fille au teint plutôt basané, avec des cheveux passablement longs et qu'elle essaie de gonfler ? Si, c'est Catherine. C'est un amour. Si vous lui aviez parlé d'Edward, elle aurait tout de suite su de qui il s'agissait. Je n'en doute pas un instant, dit Victoria, non sans quelque froideur. C'est une fille épatante, vous ne trouvez pas ? Oh, si, tout à fait. Pas à tomber à la renverse. En fait, elle n'a rien qui vous tire l'œil, mais elle est incroyablement attachante. Vraiment ? La voix de Victoria était maintenant glaciale, mais Edward ne semblait pas s'en apercevoir.
Je ne sais pas trop ce que je serais devenu sans elle. Elle m'a mis dans le bain tout de suite, et elle m'a évité de passer pour un demeuré. Je suis sûre que vous allez devenir inséparables, toutes les deux. Je crains bien que nous n'en ayons jamais l'occasion. Oh que si, parce que je vais vous trouver un job dans notre organisation. Et comment comptez-vous faire pour y parvenir? Je n'en sais rien, mais je me débrouillerai. Je dirai au vieux Ras-la-Bonne de mes deux quelle merveilleuse sténodactylo, et j'en passe, vous pouvez faire. Il ne tardera pas à découvrir que nous sommes loin du compte. En tout cas, que ça passe ou que ça casse, je vous ferai entrer au rameau d'olivier. Je ne vais plus vous laisser gambader comme ça toute seule dans la nature. Un beau matin, j'apprendrai que vous êtes en route pour la Birmanie ou pour le cœur de l'Afrique profonde. Non, Victoria, mon cher ange, je ne vais plus vous quitter des yeux. Pas question que vous vous sauviez. Je ne vous fais pas confiance pour dessous. Vous avez trop envie de courir le monde. Espèce de grand idiot chéri. Tu ne vois donc pas que personne ne saurait plus m'arracher à Bagdad? Pensa Victoria, tandis qu'à haute voix elle répondait. Eh bien, ce serait probablement amusant comme tout de travailler au rameau d'olivier. Amusant n'est pas le mot, tout y est si terriblement sérieux, et en même temps d'une totale loufoquerie. Et vous croyez toujours qu'il y a quelque chose de pas net dans tout ça? Bah, c'était juste une idée un peu folle que je m'étais faite. Non, insista Victoria songeuse. Je ne crois pas qu'il se soit agi seulement d'une idée un peu folle. Je pense que vous aviez raison. Edward la dévisagea avec une intensité nouvelle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quelque chose qu'un de mes amis m'a confié. Qui est-ce, cet ami? Oh, rien qu'un ami. Les filles comme vous ont trop d'amis, grommela Edward. Vous êtes un démon, Victoria. Je vous aime comme un fou, et vous, ça vous laisse de marbre. Bien sûr que non. Pas tout à fait de marbre. Dissimulant la profondeur de son émoi, elle s'enquit. Edward, est-ce qu'un dénommé Le Farge n'aurait pas à voir avec le rameau d'olivier ou une organisation similaire? Le Farge? Edward parut troublé. Non, je ne crois pas. Qui est-ce? Victoria poursuivit son investigation. Et une certaine Anna Schille? Cette fois, la réaction d'Edward fut très différente. Il empoigna brusquement Victoria par le bras et la secoua. « Qu'est-ce que vous savez d'Anna Schille ?»« Aïe! Lâchez-moi, Edward! Je ne sais rigoureusement rien sur son compte. Tout ce que je voulais, c'était vous demander si vous-même n'étiez pas mieux renseigné. »« Qui a cité son nom devant vous? Mrs. Clip? »« Non, pas Mrs. Clip. Du moins, je ne crois pas. Mais elle parlait tant et tellement vite, de tout et de tout le monde que, même si elle y avait fait allusion, je ne m'en souviendrais probablement pas. Et qu'est-ce qui vous a amené à penser que cette Anna Schille avait à voir avec le rameau d'olivier? Parce que tel est bien le cas? Je n'en sais rien, répondit lentement Edward. Tout est tellement vague. Ils étaient devant la porte des jardins du consulat. Edward jeta un coup d'œil à sa montre. « Il faut que je retourne au boulot, » dit-il. « Que ne donnerais-je pour parler l'arabe? Mais il faut qu'on se revoie d'urgence, Victoria. Il y a des tas de choses que je veux savoir. »« Et moi? Il y a des tas de choses que je veux vous raconter, » répondit cette dernière. Une tendre héroïne d'une époque plus sentimentale aurait pu songer à tenir l'être aimé à l'écart du danger. Très peu pour Victoria. Les hommes, dans sa vision du monde, étaient faits pour le danger comme les étincelles pour monter vers le ciel. Edward ne lui serait certainement pas reconnaissant de se montrer cachottière. Et, tout bien réfléchi, elle était sûre et certaine que Mr. Dakin n'avait jamais escompté qu'elle le tienne hors du coup. Le soir même, au crépuscule, Edward et Victoria se promenèrent dans les jardins du consulat. Par égard pour Mrs. Clayton, qui répétait qu'il faisait glacial, Victoria avait enfilé un lainage sur sa robe d'été. Le coucher de soleil était magnifique, mais ni l'un ni l'autre des deux jeunes gens ne s'en avisa. Ils discutaient de sujets autrement importants. « Tout a commencé le plus simplement du monde, » expliqua Victoria. «
avec l'éruption d'un homme dans ma chambre de l'hôtel Tio. Un homme qui venait de se faire poignarder, bien entendu. Ce n'était peut-être pas l'idée qu'un vain peuple se fait d'un commencement simple. Edward ouvrit des yeux comme des soucoupes. Qui venait de se faire quoi? Poignarder, répéta Victoria. Du moins, je présume que c'est un coup de poignard qu'il avait reçu, à moins qu'il se soit fait tout bonnement tirer dessus. Mais je ne crois pas, parce que j'aurais entendu la détonation. En tout cas, ajouta-t-elle, il était mort. Comment a-t-il pu faire irruption dans votre chambre s'il était mort? Oh, Edward, ne soyez pas stupide. Et, de manière tout aussi absconse et imprécise, Victoria poursuivit son histoire. Dieu sait pourquoi elle était incapable d'insuffler à des frais véridiques un tour spectaculaire. Son récit était bancal et incomplet. Elle le débitait de l'air de quelqu'un qui vient manifestement de l'inventer de A à Z. Quand elle eut terminé, Edward l'observa d'un air soupçonneux. « Vous êtes sûre que vous vous sentez bien, Victoria? Vous n'auriez pas pris un coup de soleil? Vous n'auriez pas fait un cauchemar ou un truc dans ce goût-là? » « Bien sûr que non. » « Parce que, moi, je veux bien. Mais des trucs pareils, ce n'est pas censé vous arriver dans la vie quotidienne. »« Et pourtant, ça m'est bel et bien arrivé, » répliqua Victoria, vexée. « Et tout ce fatras mélodramatique à propos de cette organisation internationale et de ces mystérieuses installations secrètes au cœur du Tibet ou du Beloutchistan, bon sang de bonsoir. Tout ça ne tient pas debout. Ça n'existe pas, des trucs pareils. C'est toujours ce que les gens disent avant de découvrir la vérité. Allez, Charing Cross, la main sur le cœur, vous avez inventé ça de toutes pièces. Non, s'écria Victoria, exaspérée. Et vous êtes venu jusqu'ici pour dénicher un certain Lefarge et une Anna Schille? Dont vous avez vous-même entendu parler, fit remarquer Victoria, car vous aviez déjà entendu parler d'elle, n'est-ce pas? On a prononcé ce nom-là devant moi, oui. Où? Quand? Comment? Au rameau d'olivier? Edward resta silencieux un instant, puis « Je ne sais pas si ça a une signification quelconque. C'est un truc qui m'avait simplement paru bizarre. » Allez-y, racontez-moi ça. Voyez-vous, Victoria, je ne suis pas comme vous. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas aussi malin que vous. C'est marrant, je suis capable de sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, mais je ne suis jamais fichu de savoir pourquoi j'ai eu cette impression. Vous remarquez certains faits et vous en tirez des déductions. Je ne suis pas aussi intelligent que ça, moi. Je sens vaguement que les choses ne tournent pas rond. Seulement on va savoir pourquoi. Moi aussi, il m'arrive parfois de ressentir ce genre d'impression, dit Victoria. Tenez, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est quand j'ai aperçu Sir Rupert sur le balcon de l'hôtel Tio. C'est qui, Sir Rupert? Sir Rupert Crofton Lee. Il était dans l'avion avec moi. Très distant, très m'as-tu vu. Une vedette, quoi. Et quand je l'ai observé au Tio, assis au soleil sur le balcon, j'ai ressenti cette étrange impression dont vous venez de parler. Qu'il y avait quelque chose qui clochait sans pour autant que je parvienne à savoir quoi. Rathbone lui a demandé de faire une conférence au rameau d'olivier, je crois bien, dit Edward. Mais il n'était pas libre. Il a repris l'avion hier matin pour le Caire, ou Damas, ou je ne sais où. Bon, revenons à Anna Schille. Bah, Anna Schille, pas de quoi en faire un plat. Il se trouve juste que quelqu'un a prononcé son nom devant moi. Catherine? Lança immédiatement Victoria. Il me semble bien que c'était Catherine, en effet, maintenant que j'y pense. Bien sûr que c'était elle, et c'est d'ailleurs pour ça que vous ne vouliez pas m'en parler. Mais c'est idiot, ne soyez pas absurde. Peu importe. Elle a dit quoi, au juste, votre Catherine? Elle a dit à une autre fille du rameau d'olivier, quand Anna Schille arrivera, nous pourrons aller de l'avant. C'est d'elle que nous prendrons nos ordres, et d'elle seule. Mais c'est terriblement important, ça, Edward. Attention, je ne suis même pas certain que c'était bien ce nom-là, la prévint Edward. Ça ne vous a pas paru étrange sur le moment?
Non, bien sûr que non. Je me suis simplement dit qu'on attendait une femme qui allait prendre la direction de la boîte. Une espèce de grand Manitou. Vous êtes bien sûr que vous n'avez pas imaginé toute cette histoire, Victoria ? Devant le regard noir dont le foudroya sa conquête, il opéra précipitamment un repli stratégique. D'accord, Victoria, d'accord. Seulement, vous admettrez que ça sonne bizarrement. Un type entre chez vous, laisse échapper dans un souffle un mot qui ne veut rien dire, et puis s'empresse de passer l'arme à gauche. C'est d'une invraisemblance totale. On se croirait en plein roman policier. Vous dites ça parce que vous n'avez pas vu le sang, répliqua Victoria en réprimant un frisson. Ça a dû vous faire un sacré choc, s'attendrit Edward. Vous parlez, et pour couronner le tout, voilà que vous en venez à me demander si je n'ai pas inventé l'histoire du début à la fin. Je vous demande pardon. Mais c'est que vous êtes sacrément doué pour les inventions. L'évêque de Langot, et j'en passe. Oh, ça, c'était juste une blague innocente, se défendit Victoria. Mais cette fois-ci, c'est sérieux, Edward. Vraiment sérieux. Cet homme, ce Dakin, c'est bien son nom. Il vous a fait l'effet de savoir de quoi il parlait ? Oui, il était très convaincant. Mais, au fait, Edward, comment pouvez-vous bien savoir ? Un appel lancé du balcon l'interrompit. Vous rentrez, vous deux ? Vos verres vous attendent. On arrive, cria Victoria. En les regardant approcher, Mrs. Clayton confia à son mari. Il y a de la romance dans l'air. Joli couple. Ils n'ont, hélas, probablement pas un radis à eux deux. Voulez-vous que je vous dise le fond de ma pensée, Gérald ? Certainement, ma chère. Vos analyses m'intéressent toujours. Je parie que si cette fille est venue rejoindre son oncle dans ce pays, c'est uniquement à cause de ce garçon. J'ai du mal à le croire, Rosa. Ils étaient vraiment surpris de se rencontrer. Mon œil, s'exclama Mrs. Clayton. Si vous voulez mon avis, des deux, c'est lui qui était surpris. Gérald Clayton secoua la tête et sourit à sa femme. Elle n'a pas le genre archéologue, poursuivit Mrs. Clayton. En général, les archéologues femelles ont l'air pénétrées de leur mission. Elles sont binoclardes et, en plus, elles ont les mains moites. Ma chère, vous ne pouvez pas généraliser ainsi. Et ce sont des intellectuels et tout ce qui s'ensuit. Alors que cette fille-là est une brave gourde sympathique, dotée de pas mal de bon sens. Ça ne colle pas dans le tableau. Lui, c'est un garçon très bien. Dommage qu'il soit allé se fourrer avec ces imbéciles du rameau d'olivier. Mais je suppose que ce n'est pas facile de se trouver du travail. Le gouvernement devrait procurer des emplois à toute cette jeunesse. Ce n'est pas si simple, chérie, mais je vous assure que le gouvernement se met en quatre pour leur en trouver. Seulement, le problème, c'est que ces jeunes gens n'ont pas de qualification précise, aucune expérience et, en général, seraient plutôt partisans du moindre effort. Quand Victoria s'en fut se coucher, ce soir-là, des sentiments contradictoires l'agitaient. Elle avait atteint son but. Elle avait retrouvé Edward. Il était, après tout, normal qu'elle ressentît l'inévitable contre-coup du succès. Quoi qu'elle en eût, l'immensité de sa déception demeurait son sentiment prédominant. C'était en partie l'incrédulité d'Edward qui faisait que tout ce qui lui était arrivé lui semblait désormais fabriqué, irréel. Enfin quoi, elle, Victoria Jones, petite sténodactylo londonienne, débarquer à Bagdad, voir un homme se faire tuer quasiment sous ses yeux, puis devenir agent secret ou Dieu sait quoi d'aussi mélodramatique et, pour finir, retrouver l'homme qu'elle aimait dans un Eldorado tropical avec des palmiers qui se balançaient doucement au-dessus de leur tête, et selon toute probabilité, pas tellement loin de l'endroit où l'on situait le paradis terrestre. Les vers d'une comptine lui revinrent en mémoire. Combien de lieues d'ici à Babylone ? 3 fois 10 moins 1. Aurais-je le temps d'y aller avant que la chandelle s'éteigne ? Oui, grandement, et même d'en revenir. Mais elle n'en était pas revenue, non. Elle était toujours à Babylone. Peut-être qu'elle n'en reviendrait jamais. Edward et elle, à Babylone. Elle avait voulu poser une question à Edward, là, dans le jardin, le paradis terrestre. Edward et elle,
demander à Edward, mais Mrs. Clayton les avait appelés, et sa question lui était sortie de la tête. Mais elle devait s'en souvenir, parce que c'était important. Ça ne tenait pas debout. Palmier, jardin, Edward, la jeune Sarrasine, Anna Schille, Rupert Crofton Lee, tout cela ne collait pas. Si seulement elle pouvait se rappeler. Une femme venant vers elle dans un couloir d'hôtel, une femme vêtue d'un tailleur, une femme qui était elle. Seulement quand la femme fut toute proche, elle vit qu'elle avait le visage de Catherine. Edward et Catherine. C'était grotesque. « Venez avec moi, dit-elle à Edward. Nous retrouverons monsieur Lefarge. » Et puis, soudain, voilà qu'il était là, avec des gants de chevreau jaune citron et une barbiche noire taillée en pointe. Edward avait disparu, maintenant, et elle se retrouvait seule. Et elle devait revenir de Babylone avant la fin de la chandelle. Et nous sommes les forces des ténèbres. Qui avait dit ça? Violence, terreur, assassinat, du sang sur une vareuse kaki, en lambeaux. Elle courait, courait, courait dans un couloir d'hôtel, et il la poursuivait. Elle se réveilla, haletante. « Du café ?» proposa Mrs. Clayton. « Comment voulez-vous vos œufs? Brouillés? Ce sera parfait. »« Vous avez l'air lessivé. Vous n'êtes pas malade, j'espère. »« Non, je n'ai pas très bien dormi. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Le lit est pourtant très confortable. »« Allumez la radio, vous voulez bien, Gérald ?» demanda Mrs. Clayton. « C'est l'heure des informations. » Edward arriva au moment où s'égrenaient les derniers tops du journal. Le Premier ministre a donné hier soir à la Chambre des communes de nouveaux détails sur la restriction des achats de dollars. Une dépêche en provenance du Caire nous apprend à l'instant que le corps de Sir Rupert Crofton Lee vient d'être repêché dans le Nil. Victoria reposa brusquement sa tasse de café et Mrs. Clayton laissa échapper une exclamation tandis que le speaker poursuivait. Arrivé de Bagdad par avion, Sir Rupert avait quitté sa chambre d'hôtel hier après-midi et ne l'avait pas regagné la nuit dernière. Il avait disparu depuis 24 heures quand on a découvert son cadavre. Sir Rupert n'est pas mort noyé. Il a reçu un coup de poignard en plein cœur. Voyageur de grande renommée, célèbre pour ses voyages d'exploration en Chine et au Beloutchistan, il était l'auteur de nombreux ouvrages. « Assassiné !» s'écria Mrs. Clayton. « J'ai l'impression que le Caire est devenu le pire des coupe-gorges. Vous étiez au courant de tout ça, Jerry ?» « Qu'il avait disparu, oui, » répondit Mr. Clayton. « Il semble qu'il ait reçu un message par coursier et qu'il ait précipitamment quitté l'hôtel à pied sans dire où il allait. »« Vous voyez bien, » dit Victoria à Edward dès qu'ils se retrouvèrent seuls après le petit déjeuner. « Je n'ai rien inventé. » D'abord ce Carmichael, et maintenant Sir Rupert Crofton Lee. Je regrette de l'avoir traité de m'as-tu vu. Ce n'était pas très gentil. Tous ceux qui, de près ou de loin, sont mêlés à cette sombre histoire se font éliminer. Oh, Edward, vous croyez que je serai la prochaine? Pour l'amour du ciel, n'ayez pas l'air de vous gargariser de cette idée, Victoria. Votre sens du mélodrame est beaucoup trop développé. Étant donné que vous ne savez rigoureusement rien, je ne vois pas pourquoi qui que ce soit pourrait vouloir vous supprimer. Mais je vous en conjure, montrez-vous quand même extrêmement prudente. Il va nous falloir être très prudents tous les deux. Par ma faute, vous voilà dans le bain vous aussi. Bof, où est le problème? Tout au plus, cela rompra-t-il la monotonie de l'existence. Bien sûr, mais faites quand même attention à vous. Elle fut soudain saisie d'un frisson. C'est affreux quand on y pense. Il était tellement, tellement exubérant. Crofton Lee, je veux dire. Et maintenant, il est mort, lui aussi. C'est effrayant, vraiment effrayant. Chapitre 16. Vous avez retrouvé votre coquin?
demanda Mr. Dakin. Victoria acquiesça d'un signe de tête. « Vous avez découvert autre chose ?» Elle la secoua plutôt tristement cette fois. « Eh bien, haut les cœurs !» s'exclama Mr. Dakin. « Dites-vous bien qu'à ce petit jeu, les résultats sont rares et sporadiques. On ne sait jamais, vous auriez pu tomber là-bas sur un renseignement quelconque, mais je ne comptais pas trop là-dessus. »« Est-ce que je peux quand même continuer ? » ?»« Ça vous tente ? » ?»« Oui. Edward pense me décrocher un poste au rameau d'olivier. En gardant grand ouverts mes yeux et mes oreilles, je tomberai peut-être un jour sur une information. Ils connaissent Anna Schiller, en tout cas. »« Voilà qui est fort intéressant, Victoria. Comment avez-vous découvert ça ?» Victoria rapporta ce qu'Edward lui avait confié, la remarque de Catherine, quand Anna Schiller viendrait. Ce serait d'elle qu'ils prendraient leurs ordres. « Très intéressant, » répéta Mr. Dakin. « Qui est au juste Anna Schiller ? » demanda Victoria. « Je veux dire, vous savez quelque chose sur son compte ou bien ce n'est qu'un nom pour vous ? » ?»« C'est plus qu'un nom. Anna Schiller est la secrétaire particulière d'un financier américain responsable d'une grande banque internationale. Venant de New York, elle est arrivée à Londres il y a une dizaine de jours. Depuis, elle a disparu. »« Disparu ? Elle n'est pas morte au moins ? » ?»« Si tel était le cas, on n'a pas encore retrouvé son cadavre. »« Mais il n'est pas exclu qu'elle soit morte. » »« Non, absolument pas. »« Elle devait venir à Bagdad ? » ?»« Je n'en ai aucune idée. Il semblerait, à en croire la remarque de votre jeune amie Catherine, que cela faisait partie de ses intentions. Peut-être conviendrait-il d'ailleurs de dire que cela fait partie de ses intentions, car nous n'avons jusqu'à présent aucune raison de croire qu'elle a cessé de vivre. »« Il est possible que j'en apprenne davantage au rameau d'olivier. »« Possible, en effet. Mais Victoria, une fois encore, je vous conseille d'être prudente. Très prudente. L'organisation contre laquelle vous vous battez est sans pitié. Je préférerais de beaucoup qu'on ne repêche pas votre cadavre dans le Tigre. » Victoria frissonna. « Comme Sir Rupert Crofton Lee dans le Nil, » murmura-t-elle. « Vous savez, l'autre matin, quand il était ici à l'hôtel, il avait quelque chose de bizarre, quelque chose qui m'a étonnée. Je donnerais cher pour me rappeler ce que c'était. » « Quelque chose de bizarre ? En quoi ? » ?»« Eh bien, quelque chose de différent. » En réponse au regard interrogateur de Dakin, elle secoua la tête, mécontente. « Ça me reviendra peut-être. D'ailleurs, ça n'a probablement aucune importance. » « Les plus infimes détails peuvent avoir de l'importance. »« S'il m'obtient un poste, Edward est d'avis qu'il vaudrait mieux que je prenne une chambre comme les autres filles dans une pension de famille ou chez des particuliers plutôt que de rester ici. »« Ça ferait moins jaser, en effet. Les hôtels de Bagdad sont très chers. Votre cher et tendre paraît avoir une juste vision des choses. »« Est-ce que vous avez envie de le voir ?» Dakin refusa catégoriquement. « Pas question. Dites-lui de m'éviter comme la peste. Vous, malheureusement, avec ce qui s'est passé la nuit de la mort de Carmichael, vous risquez de figurer sur la liste des suspects. Edward, lui, n'est pas mêlé à ces événements et il n'a aucun rapport avec moi. C'est un avantage à ne pas négliger. »« Je voulais vous demander, au bout du compte, qui a poignardé Carmichael ? Quelqu'un qui l'a suivi jusqu'ici ? » ?»« Non, » répondit lentement Dakin. « C'est techniquement impossible. »« Comment ça ? » ?»« Il est arrivé à bord d'une Goufa, une de ces embarcations locales, et il n'était pas suivi. Et ça, nous le savons, parce qu'un de mes hommes surveillait le fleuve. »« Alors, c'est quelqu'un de l'hôtel ? » ?»« Oui, Victoria. Et plus précisément, quelqu'un qui se trouvait dans cette aile-ci de l'hôtel. Car moi, je surveillais l'escalier, et personne n'a donc pu monter par là. » Il observa un instant le visage ahuri de la jeune fille, puis ajouta doucement : « Ce qui limite singulièrement le nombre des suspects. Vous, moi, Mrs. Cardew Trench, Marcus et ses sœurs. Un couple de vieux domestiques qui sont dans la maison depuis des années. Un certain Harrison de Kirkuk, qui semble des plus honorables. Une infirmière employée à l'hôpital juif.
Ce pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Et pourtant, c'est peu probable, pour une excellente raison. Laquelle ? Car Michael était sur ses gardes. Il savait qu'il approchait du moment le plus risqué de sa mission, et il possédait un instinct très aigu du danger. Pourquoi cette fois-ci cet instinct ne l'a-t-il pas averti ? Ces policiers qui sont venus, commença Victoria. Ah, ils sont arrivés après, et de la rue. Quelqu'un a dû les appeler, je suppose. Mais ce ne sont pas eux qui l'ont poignardé. Non, ce meurtre a dû être commis par quelqu'un que Carmichael connaissait bien. Quelqu'un en qui il avait confiance. Ou, à l'opposé, une personne qu'il tenait pour quantité négligeable. Si seulement je savais. Toute réussite porte en elle le germe d'un sentiment d'échec. Rallier Bagdad, retrouver Edward, pénétrer les secrets du rameau d'olivier, tout cela ne représentait-il pas le plus séduisant des objectifs ? Mais maintenant qu'elle avait atteint son but, Victoria, dans ses rares moments d'introspection, se demandait si le jeu en valait vraiment sa fameuse chandelle. La joie folle qu'elle avait éprouvée à retrouver enfin Edward n'était plus qu'un beau souvenir. Elle aimait Edward, et Edward l'aimait. Ils travaillaient, la plupart du temps, tous deux sous le même toit. Mais, à y bien songer la tête froide, que diable faisait-il ? Dieu sait comment, miracle de la volonté ou chef-d'œuvre de persuasion, Edward avait été l'instrument grâce auquel Victoria s'était vue offrir un emploi chichement payé au rameau d'olivier. Elle passait désormais la majeure partie de son temps dans un réduit éclairé d'une maigre ampoule électrique, à taper sur une mauvaise machine des lettres, des communiqués et des tracts concernant les activités rien moins que palpitantes du rameau d'olivier. Edward avait de longue date pressenti qu'il y avait quelque chose de pas net dans cette organisation. Mr. Dakin semblait partager cet avis. Victoria était là pour découvrir le poteau rose, mais, pour autant qu'elle en pouvait juger, il n'y avait rien à découvrir. Du rameau d'olivier dégoulinait une prose sirupeuse sur la paix entre les peuples. On se rassemblait autour d'orangeades et de victuailles aussi rares que déprimantes. Lors de ces réunions, Victoria était plus ou moins censée servir d'hôtesse. Il lui incombait de faire se mêler les gens, de les présenter les uns aux autres, de susciter des sentiments positifs chez divers ressortissants étrangers qui avaient plutôt tendance à se regarder de travers et à se jeter avec voracité sur les amuse-gueules. Victoria ne discernait ni louches intrigues, ni sombres conspirations, ni inquiétants groupuscules secrets. Tout était aussi réglé que papier à musique. Tout était anodin et désespérément ennuyeux. Plusieurs jeunes gens au teint basané la courtisaient, d'autres lui prêtaient des livres qu'elle parcourait et jugeait assommants. Elle avait depuis peu quitté l'hôtel Tio pour s'installer dans une pension de la rive occidentale du fleuve, avec d'autres jeunes femmes de diverses nationalités. Catherine faisait partie du lot, et elle avait l'impression que ladite Catherine la considérait avec méfiance. Mais elle n'aurait su dire si c'était parce que sa collègue la soupçonnait d'espionner le rameau d'olivier, ou si cela venait d'un problème plus délicat concernant les épanchements d'Edward. La seconde hypothèse lui paraissait la plus plausible. On savait que Victoria devait son poste à Edward, et plusieurs paires d'yeux noirs, où se lisait la jalousie, la contemplaient sans excessive aménité. De fait, Victoria s'avouait, avec une certaine tristesse, qu'Edward était beaucoup trop attirant. Toutes ses filles étaient amoureuses de lui, et les manières engageantes d'Edward n'arrangeaient rien. Victoria et Edward s'étaient entendus pour ne laisser deviner entre eux aucun signe d'intimité particulière. S'ils voulaient découvrir quelque chose qui en vaille la peine, personne ne devait se douter qu'ils travaillaient main dans la main. Edward se comportait avec Victoria comme avec toutes les autres jeunes femmes, à ceci près qu'il lui témoignait un léger supplément de froideur. Si le rameau d'olivier semblait inoffensif à Victoria, il en allait tout autrement du chef et fondateur du mouvement. Elle avait à plusieurs reprises eu conscience du regard tout à la fois sombre et songeur que le professeur Rathbone posait sur elle,
et si elle avait réagi en prenant son expression la plus innocente et la plus pauvre chaton perdu, elle avait néanmoins ressenti un brusque frisson d'où la peur n'était pas exclue. Un jour où il l'avait convoquée dans son bureau pour lui commenter une erreur de dactylographie, les choses allèrent plus loin qu'un simple regard. « Vous êtes contente de travailler avec nous, j'espère ?» lui avait-il demandé. « Ah oui, monsieur, » répondit Victoria, avant que d'ajouter. « Je suis confuse de faire tant de fautes. »« Nous nous manquons des fautes. Une machine sans âme ne nous serait d'aucune utilité. Ce dont nous avons besoin, c'est de jeunesse, de générosité, de grandeur de vue. » Victoria s'efforça de paraître enthousiaste et généreuse. « Il faut que vous aimiez votre travail, que vous aimiez la raison pour laquelle vous faites un tel travail, que vous leviez les yeux vers notre futur glorieux. Ressentez-vous sincèrement tout cela, ma chère enfant. »« C'est si nouveau pour moi, » balbutia Victoria. « Je crois que je n'ai pas encore tout bien compris. »« Se rassembler. Les jeunes générations doivent se rassembler tout autour de la terre. C'est cela, l'essentiel. Vous appréciez nos soirées de discussion et de camaraderie. »« Oh oui !» s'exclama Victoria, qui les exécrait. « L'harmonie, et non pas la discorde. L'amitié, et non pas la haine. Tout cela germe et croît lentement, mais sûrement. Vous le sentez, n'est-ce pas ?» Victoria pensa aux jalousies mesquines, aux antipathies féroces, aux disputes qui n'en finissaient pas, aux offenses, aux excuses exigées, et elle ne sut trop quoi répondre. « Parfois, dit-elle prudemment, les gens se montrent un peu agressifs. »« Je sais. » Le professeur Rathbone soupira. La perplexité rida son noble front bombé. « Que m'a-t-on d'ailleurs dit ? Que Michael Racougnan avait frappé Isaac Nahum et lui avait ouvert la lèvre. »« Ils se sont juste un peu disputés, » expliqua Victoria. Le professeur Rathbone se rembrunit encore un peu. « Patience et foi, » murmura-t-il. « Patience et foi. » Victoria acquiesça respectueusement dans un murmure et se dirigea vers la porte. S'apercevant soudain qu'elle avait oublié sa lettre, elle se retourna. La lueur qu'elle surprit dans les yeux du professeur Rathbone la fit tressaillir. C'était le soupçon qui brillait au fond de son regard. Et elle se demanda, non sans angoisse, si elle était surveillée de près et ce que cet individu pouvait bien penser d'elle. Les instructions de Mr. Dakin étaient très précises. Elle devait, si elle avait quoi que ce soit à lui dire, observer le processus édicté pour entrer en contact avec lui. Il lui avait donné un vieux mouchoir rose. Si elle voulait joindre Dakin, elle devait aller se promener sur la rive du Tigre, non loin de sa pension, comme elle le faisait d'ailleurs souvent au crépuscule. Il y avait là un sentier étroit qui longeait le fleuve sur environ 500 mètres. À certains endroits, un escalier descendait jusqu'à l'eau, là où des barques étaient toujours amarrées à des poteaux de bois. Un clou rouillé était fiché au sommet de l'un de ces poteaux. Pour communiquer avec Dakin, elle devait accrocher à ce clou un petit morceau de son mouchoir rose. Jusqu'à présent, constatait Victoria avec amertume, elle n'avait eu nul besoin d'agir de la sorte. Tout au plus effectuait-elle, sans grand enthousiasme, un travail mal payé. Elle ne voyait Edward qu'en de rares occasions, car le professeur Rathbone envoyait toujours le malheureux en mission dans des contrées reculées. Pour l'heure, il venait tout juste de rentrer de Perse. Durant son absence, elle n'avait eu avec Dakin qu'une courte conversation un peu décevante. Il lui avait donné comme instruction de se rendre à l'hôtel Tio afin de vérifier si elle n'y avait pas oublié un lainage. On lui avait répondu que non, et puis Marcus s'était montré et l'avait aussitôt entraîné sur la terrasse, au bord du fleuve, pour lui offrir un verre. Dakin était alors passé dans la rue, comme si de rien n'était. Marcus l'avait appelé pour lui demander de se joindre à eux, et finalement,
tandis que Daikin sirotait une limonade, Marcus s'était excusé et les avait abandonnés. Ils s'étaient retrouvés tous les deux seuls, assis en face l'un de l'autre, à une petite table. Après quelque appréhension, Victoria avait confessé son total insuccès, mais Daikin, indulgent, l'avait rassurée. « Ma chère enfant, vous ne savez même pas ce que vous cherchez, ni d'ailleurs s'il y a quelque chose à découvrir. Mais bon, quelle est votre impression générale sur le rameau d'olivier ? » « C'est la plus stupide des machines à débiter du baratin. » « Stupide ? D'accord. Mais les intentions sont-elles honnêtes ou non ? Avait insisté Daikin. Allez savoir, les gens sont tellement jobards dès qu'on brandit la notion de culture. Vous voulez dire que, du moment qu'il ne s'agit que de culture, personne ne va se préoccuper de leur bonne foi comme on le ferait pour une association de bienfaisance ou une société financière ? Vous n'avez pas tort. Mais vous trouverez chez eux des enthousiastes sincères, je n'en doute pas un instant. Tout le problème se résume à, d'après vous, est-ce que quelqu'un utilise l'organisation ? Je pense que l'activité communiste n'y est pas négligeable, avait répondu Victoria après avoir quelque peu hésité. C'est également l'opinion d'Edward. Il me fait lire Karl Marx et me demande de laisser traîner mon livre juste pour voir comment les gens vont réagir. Daikin avait hoché la tête. « Intéressant. Vous avez eu des réactions ? » ?»« Non, pas encore. »« Et Rathbone, il est sincère ? » ?»« Il n'est pas impossible qu'il le soit, » avait hasardé Victoria, peinant à trouver une formulation qui exprimât mieux son absence de conviction. « C'est le seul qui m'inquiète, voyez-vous, » avait dit Daikin. « Parce que lui, c'est une grosse légume. Supposez que les communistes aient ourdi un complot. Les étudiants et les jeunes révolutionnaires ont très peu de chances d'approcher le président. Les mesures prises par la police permettront d'éviter un attentat à la bombe dans la rue. Mais avec Rathbone, c'est différent. Son action dans le domaine culturel lui vaut une excellente presse. Lui, il peut avoir des contacts avec les personnalités. Et il en aura probablement. Oui, j'aimerais en savoir davantage sur Rathbone. « C'est vrai ça, s'était dit Victoria. Tout tourne autour de Rathbone. Le jour où il avait fait la connaissance d'Edward, à Londres, des semaines auparavant, les remarques du jeune homme sur l'aspect pas net de l'affaire concernaient déjà son patron. Il devait y avoir eu, avait-elle soudain décidé, un incident quelconque, ou, à la rigueur, un mot lâché, qui avait éveillé les soupçons d'Edward. Car c'était ainsi, d'après elle, que fonctionne le cerveau humain. Le vague doute que vous éprouvez, le léger malaise, n'est jamais le fruit d'un simple pressentiment. La cause en est toujours bien réelle. Si seulement elle pouvait amener Edward à opérer sur lui-même un retour en arrière et à fouiller sa mémoire, peut-être alors réussirait-il, à eux deux, à découvrir ce qui lui avait mis la puce à l'oreille. De la même manière, elle-même devait réfléchir à la raison pour laquelle elle avait été si surprise à l'hôtel Tio, lorsqu'en sortant sur le balcon, elle avait aperçu Sir Rupert Crofton Lee assis là, au soleil. Bien sûr, elle s'était attendue à ce qu'il fût logé à l'ambassade et non à l'hôtel Tio, mais cela ne suffisait pas à expliquer pourquoi elle avait été à ce point convaincue que sa présence, là, avait un côté parfaitement incongru. Elle allait devoir se concentrer sur les événements de ce matin-là et pousser Edward à repenser sérieusement à ses premières rencontres avec le professeur Rathbone. Elle lui en parlerait la prochaine fois qu'elle se retrouverait seule avec lui. Mais se retrouver en tête-à-tête avec Edward n'était pas facile. Quand, en plus, il n'était pas expédié en Perse ou ailleurs, le moyen d'avoir avec lui une conversation privée, pas au rameau d'olivier où le slogan de la dernière guerre, « Les oreilles ennemies vous écoutent », aurait pu être placardé sur tous les murs. De même, dans la pension arménienne où elle avait établi ses pénates, toute vie personnelle était inenvisageable. « Vraiment », rageait Victoria, « pour que je voie Edward, j'aurais tout aussi bien pu rester en Angleterre. » L'inexactitude de cette dernière assertion ne devait cependant pas tarder à être mise en évidence.
car Edward arriva bientôt avec quelques feuillets manuscrits en lui disant « Le professeur Radbone aimerait que vous tapiez ça tout de suite, Victoria, je vous prie. Soyez tout particulièrement attentive à la page 2, qui comporte un certain nombre de noms arabes compliqués. » Avec un soupir, Victoria glissa une feuille dans sa machine et se mit, selon son habitude, à taper à une vitesse étourdissante. L'écriture du professeur Radbone ne posait pas de problème de déchiffrage, et Victoria ne tarda pas à se féliciter de faire moins de fautes de frappe que d'ordinaire. Elle tourna le premier feuillet et commençait à taper le second, lorsqu'elle comprit soudain pourquoi Edward avait attiré son attention sur la page 2. Une petite note manuscrite de la main d'Edward était épinglée en haut du feuillet. « Allez vous promener au bord du Tigre, un peu plus loin que la Beit Melek Ali, demain matin vers 11h. » Le lendemain, c'était vendredi, son jour de congé hebdomadaire. Le moral de Victoria remonta en flèche. Elle mettrait son pullover vert jade. Et il faudrait qu'elle se fasse faire un shampoing. Les commodités de la pension où elle vivait ne lui permettaient pas de se le faire elle-même. « Or, c'est impératif », dit-elle à haute et intelligible voix. Catherine, qui travaillait à la table voisine sur une pile de circulaires et d'enveloppes, dressa la tête d'un air soupçonneux. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Victoria s'empressa de réduire en boule la note d'Edward au creux de sa main, tout en répondant d'un ton dégagé. « Qu'il était impératif que je me fasse laver les cheveux. Mais la plupart des salons de coiffure ont l'air si abominablement crasseux que je ne sais pas où aller. Ils sont sales et aussi très chers. Mais je connais une fille qui fait ça très bien, et chez qui les serviettes sont propres. Je vous y emmènerai. »« C'est très gentil à vous, Catherine, » dit Victoria. « Nous irons demain, c'est jour de congé. »« Pas demain, » dit Victoria. « Pourquoi pas demain ?» Sous le poids d'un nouveau regard suspicieux, Victoria sentit croître et embellir l'antipathie farouche qu'elle n'avait jamais cessé d'éprouver pour Catherine. « Parce que demain, j'aurais plutôt envie d'aller faire un tour, de sortir prendre l'air. On respire tellement le renfermé ici. »« Où pourriez-vous vous promener ? Il n'y a aucun endroit pour ça, à Bagdad. »« J'en trouverai un, » assura Victoria. « Vous feriez mieux d'aller au cinéma. Il va aussi y avoir une conférence intéressante. »« Non, je veux sortir. En Angleterre, nous aimons marcher. »« C'est parce que vous êtes anglaise que vous êtes si orgueilleuse et prétentieuse. »« Mais c'est quoi, les Anglais ? Rien du tout. Ici, nous leur crachons dessus. »« Si vous me crachez dessus, vous risquez d'avoir une surprise, » répliqua Victoria qui, une fois encore, s'étonna de la facilité avec laquelle les altercations naissaient au rameau d'olivier. « Qu'est-ce que vous ferez ? Essayez pour voir. »« Pourquoi lisez-vous Karl Marx ? Vous n'êtes pas capable de le comprendre. Vous êtes bien trop bête. Est-ce que vous vous figurez que le Parti communiste vous accepterait parmi ses membres ? Votre éducation politique laisse bien trop à désirer. Et pourquoi ne le lirais-je pas ? Il écrivait pour les gens comme moi, pour les travailleurs. Vous n'êtes pas une travailleuse, vous êtes une bourgeoise. Vous ne savez même pas taper correctement à la machine. Regardez les fautes que vous faites. « Il y a des gens très intelligents qui n'ont pas d'orthographe, » déclara Victoria avec dignité. « Et comment voulez-vous que je travaille si vous n'arrêtez pas de me parler ?» Elle tapa une ligne à une allure vertigineuse, pour constater avec dépit qu'elle avait oublié d'ôter la touche des majuscules et qu'elle venait d'écrire une série de points d'exclamation, de chiffres et de parenthèses. Elle changea de feuille et recommença en s'appliquant davantage. Une fois le texte terminé, elle l'apporta au professeur Radbone. Celui-ci y jeta un coup d'œil et murmura. « Shiraz est en Iran, pas en Irak. Et de toute façon, Irak ne s'écrit pas avec un Q. Et c'est Wazit, pas Wuzel. Merci, Victoria. » Puis, comme elle s'en allait, il la rappela. « Vous êtes heureuse parmi nous, Victoria ? » « Oh oui, professeur Radbone. » Les yeux noirs, sous les sourcils épais, la scrutaient. Elle sentit renaître son sentiment de malaise. « Nous ne vous payons pas beaucoup. J'en ai peur. »« Ça n'a pas d'importance, » dit Victoria. « J'aime le travail que je fais. »
Vraiment, je vous assure, on éprouve le sentiment, ajouta-t-elle, que ce genre d'entreprise vaut vraiment la peine qu'on se donne. Son regard limpide rencontra les yeux qui la fixaient et ne scia pas. Et vous arrivez à vivre? Oh oui, j'ai loué une petite chambre, pas chère, chez des Arméniens. Je suis très bien. On signale actuellement à Bagdad une grave pénurie de sténodactylos, poursuivit le professeur Rathbone. Il me semble, voyez-vous, que vous pourriez trouver une meilleure place que celle que nous vous avons faite ici. Mais je ne tiens pas à en changer. Il serait peut-être, de votre part, plus avisé de le faire. Plus avisé? La voix de Victoria dérapa quelque peu. C'est bien ce que j'ai dit. C'est un simple avertissement, un conseil. Il y avait maintenant comme l'ombre d'une menace dans le ton du professeur Rathbone. Victoria écarquilla les yeux. « Je ne comprends absolument pas, professeur. On est parfois fort avisé de ne pas se mêler de ce que l'on ne comprend pas. » Elle était cette fois certaine qu'il y avait bien menace, mais elle n'en continua pas moins à le fixer de ses grands yeux innocents. « Pourquoi êtes-vous venue travailler ici, Victoria? À cause d'Edward ?» Victoria rougit de colère. « Bien sûr que non !» décréta-t-elle avec indignation. Elle était folle de rage. Le professeur Rathbone dodelina de la tête. « Edward a sa carrière à faire. Des années vont s'écouler avant qu'il ne soit en mesure d'être le compagnon dont vous souhaitez pour la vie. Si j'étais vous, je ne penserais plus à lui. De surcroît, comme je vous l'ai dit, vous pouvez facilement trouver à Bagdad un bon emploi avec un salaire intéressant et des possibilités d'avancement, et où vous serez entre gens du même bord. » Il l'observait toujours avec attention. Victoria se demanda s'il la mettait à l'épreuve. Elle répondit avec un empressement affecté. « Mais, professeur, j'aime énormément le rameau d'olivier. » Il se contenta de hausser les épaules. Victoria se dirigea vers la porte et, comme elle franchissait le seuil, elle sentit entre ses omoplates le feu de son regard toujours rivé sur elle. Cette discussion l'avait plongée dans le désarroi. Quelque chose avait-il éveillé les soupçons du professeur Rathbone? Avait-il deviné qu'elle était une espionne infiltrée au rameau d'olivier pour en percer les secrets? Les manières et le ton de son employeur l'avaient profondément perturbée. Quand il avait insinué qu'elle ne travaillait ici que pour être plus proche d'Edward, elle s'était mise en colère et avait nié avec vigueur. Mais elle se rendait à présent compte qu'il était de beaucoup préférable pour sa sécurité que Rathbone continue de supposer qu'elle était venue au rameau d'olivier pour les beaux yeux d'Edward, plutôt qu'il n'aille imaginer que Mr. Dakin pouvait être pour quelque chose dans l'histoire. Dieu merci, elle avait rougi comme la dernière des oies blanches, et Rathbone avait dû en conclure qu'il s'agissait bel et bien d'Edward, de sorte qu'en fin de compte, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. N'empêche que, quand elle s'en fut se coucher ce soir-là, la peur lui titillait les entrailles.